Deux types étranges, Achef et Guido, débarquent dans une ville et, sans perdre de temps, ils commencent à demander partout si quelqu'un a vu une sorcière. Là-dedans, c'est vraiment Achef qui sort du lot. Il se balade avec un cercueil sur le dos comme si c'était le dernier accessoire à la mode. Dans ce monde, tout le monde sait que les sorcières restent discrètes parce qu'elles sont considérées comme maléfiques. Mais voilà qu'il tombe sur une petite fille nommée Marie qui change complètement la donne. Elle balance tranquillement que la sorcière de cette ville ne se cache pas du tout. En fait, c'est même une célébrité locale. Alors qu'ils discutent, un requin mutant surgit de nulle part et transforme la ville en son terrain de jeu chaotique. Achef et Guido, toujours optimistes, se disent qu'ils ont enfin trouvé leur sorcière. Mais Marie, adorable comme elle est, leur explique qu'ils se trompent encore une fois. Alors que la situation dégénère, la véritable sorcière fait une entrée fracassante et neutralise le requin déchaîné comme si c'était un mardi ordinaire. Il s'avère que le requin est en réalité un mage qui a une sacrée dent contre les sorcières et adore semer le chaos. Mais la sorcière, c'est l'héroïne adorée de la ville, aimée de presque tout le monde. Sauf des mages requins, évidemment. Dans un retournement de situation, Guido fonce soudainement sur la sorcière, mais la dame a des réflexes impeccables, ce qui lui permet de neutraliser Guido. Guido crie sur la sorcière, car il a l'impression de la connaître d'ailleurs. Pendant ce temps, les habitants du village, pas vraiment ravis de ce duel improvisé, commencent à bombarder Achef et Guido avec tout ce qu'ils trouvent, bouteilles, pierres, et peut-être même quelques vieux choux. Voyant que la situation risque de dégénérer, Achef fait appel à son escouade de corbeaux pour une sortie d'urgence, et il file de la com de magiciens réalisant un tour de disparition. Plus tard, Achef explique à Guido que la ville a subi une attaque de sorcières il y a 400 ans. La sorcière a été vaincue, et la malédiction de feu infernal qu'elle avait lancée sur la ville a été scellée. Achef trouve le château où la malédiction aurait été scellée, et à leur grande surprise, une fête d'anniversaire y est organisée ce soir-là. C'est aussi la demeure de la sorcière, comme si la situation n'était pas déjà assez étrange. Quand Marie apparaît à la porte, telle une videuse d'un club très sélect, elle brise rapidement tout espoir qu'Achef et Guido avaient de s'incruster à la fête. Elle leur dit que la sorcière est une bonne personne qui a sauvé la ville d'innombrables fois, ce qui signifie qu'ils n'ont pas le droit de la déranger. La sorcière a réussi à enterrer la discrimination entre humains et sorcières. Achef essaie d'expliquer à Marie que la sorcière pourrait en réalité préparer quelque chose de vraiment maléfique, mais Marie n'est pas prête à écouter quoi que ce soit venant d'eux. Elle est convaincue qu'ils ne sont que des rageux, c'est pourquoi elle ne peut pas leur accorder d'attention. Au lieu de s'introduire dans le château, Achef et Guido décident de retourner à leur hôtel. Plus tard dans la nuit, Achef termine ses recherches et se rend compte qu'il avait en fait raison. Achef et Guido rassemblent leurs affaires pour aller au château de la sorcière, mais alors qu'ils s'apprêtent à faire une sortie remarquée, une petite surprise les attend dans le hall de l'hôtel, des flics. Et pas n'importe quels flics, mais ceux envoyés par la sorcière elle-même avec des ordres stricts de les arrêter. De toute évidence, cette sorcière n'est pas aussi gentille que tout le monde le pense. Achef parvient à se débarrasser des flics avec l'aide de ses corbeaux. Cependant, d'autres policiers les attendent à l'extérieur de l'hôtel. Pendant ce temps, Marie se réveille et se retrouve nue et ensanglantée. Marie et plusieurs autres filles dans la pièce ressemblent à des matériaux pour un rituel. Certaines des filles ont des parties du corps manquantes, et la plupart sont déjà mortes. Juste au moment où Marie pense que les choses ne peuvent pas l'empirer, la sorcière débarque tranquillement, lâchant au passage la bombe qu'elle compte sacrifier tout le monde pour libérer la malédiction de feu infernal scellée dans la ville. Marie est choquée d'entendre cela et demande à la sorcière pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Agacée, la sorcière révèle que l'épidémie de feu infernal qui a eu lieu il y a des années a coûté la vie à sa grand-mère. Sa grand-mère, qui était elle aussi une sorcière, a arrêté l'incendie qu'elle n'avait même pas déclenché à la base. Cependant, elle a été crucifiée parce qu'elle était une sorcière, même si elle avait sauvé la ville. Depuis, la sorcière nourrit une rancune tenace. Tous ces actes de sauvetage et le fait de sauver la ville ne sont qu'une mascarade, un moyen de gagner la confiance de la ville. Marie n'en croit pas ses oreilles, et comme si la situation ne pouvait pas empirer, la sorcière libère l'une des clés. À ce moment-là, un incendie de forêt éclate dans une partie de la ville, dévorant tout sur son passage. Achef et Guido ont réussi à échapper aux flics. Guido fonce comme un taureau, mais la sorcière la retient, comme on pouvait s'y attendre. Guido se libère de ses liens et fonce sur la sorcière, mais le résultat reste le même. La sorcière comprend rapidement que Guido n'est qu'une diversion. Elle se retourne et voit Achef en train d'essayer de libérer la fille, et elle parvient à l'arrêter juste à temps. La sorcière est surprise de voir quelqu'un qui a réellement percé à jour ses plans. Elle demande à Achef qui il est vraiment, mais Achef n'est pas prêt à le révéler. Pendant ce temps, Marie est toujours en pleurs, suppliant la sorcière de ne pas détruire tout ce pourquoi elle s'est embattue. Mais la sorcière, elle en a fini. À ce stade, la seule chose qui l'obsède, c'est une douce vengeance, et les larmes de Marie ne sont plus qu'un bruit de fond sur la bande-son de sa méchanceté. Guido montre à quel point elle est résistante lorsqu'elle se relève après le dernier coup que la sorcière lui a porté. Guido demande alors à la sorcière si elle la connaît, et pour cela,
elle ouvre son col pour montrer la marque d'urine sur son cou. C'est à ce moment-là que la sorcière réalise que Guido porte une malédiction de sorcière et que c'est justement ce dont elle essaie de se débarrasser. La sorcière se moque d'elle, lui disant qu'il existe deux façons de lever une malédiction de sorcière. La première est de recevoir un baiser sincère d'un amoureux, et la seconde est de convaincre la sorcière de revenir sur sa décision concernant la malédiction. À cet instant, Guido s'adresse à la mauvaise personne, car ce n'est pas cette sorcière qui l'a maudite. La sorcière frappe Guido avec une décharge de feu, lui disant qu'elle n'est pas au bon endroit. À ce moment-là, Ashaf informe la sorcière qu'elle oublie un détail. Il existe en réalité une troisième façon de lever la malédiction, mais celle-ci n'est que temporaire. Guido fait tout ce qu'elle peut pour s'approcher de la sorcière, et c'est alors qu'Ashaf révèle la dernière méthode, recevoir un baiser de n'importe quelle sorcière. Guido dépose un gros baiser inattendu sur la sorcière, et juste au moment où l'on pense que les choses ne pourraient pas devenir plus étranges, le cercueil sur le dos d'Ashaf éclate soudainement. En sort une version géante de Guido, dégageant une aura glaciale qui donne littéralement des frissons à tout le monde. La sorcière, désormais paniquée, commence à lancer tous les sorts d'attaques qu'elle connaît sur la Guido géante, mais c'est comme essayer d'arrêter un char d'assaut avec des confettis. Aucun de ces sorts ne fonctionne, même de loin. En un rien de temps, le Guido géant s'avance tranquillement et, d'un seul crochet du gauche monumental, assène un coup de poing décisif en plein ventre de la sorcière, la mettant KO d'un seul coup. Bam, la sorcière est à terre. Une fois la sorcière vaincue, Guido redevient Norman. Les flics arrivent rapidement pour secourir les filles, et tout rentre dans l'ordre. Avant de partir, Ashaf explique à Marie qu'il travaille pour une organisation occulte qui s'occupe de magie, et que le nom de cette organisation est l'Ordre de la Résonance Magique. Après leur dernière aventure, Ashaf et Guido sont sollicités pour se rendre dans le manoir d'un homme riche afin d'aider à capturer une bête magique qui s'est échappée. Ashaf et Guido arrivent au manoir, mais Guido refuse d'aider plus qu'il ne s'agit pas d'une sorcière, ce qui est pourtant sa véritable motivation. La bête donne du fil à retordre aux gardes, mais Ashaf parvient à la maîtriser en utilisant les molécules d'eau pour l'étouffer, car le riche propriétaire leur a supplié de capturer la bête vivante. Une fois leur mission accomplie, Ashaf et Guido s'en vont. Ils informent l'homme qu'il peut faire appel à eux à tout moment s'ils rencontrent des problèmes liés à la magie. Ashaf et Guido s'installent pour boire un verre et manger, mais Guido commence déjà à perdre patience. Elle n'est pas intéressée par tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, car toute leur dernière mission n'avait aucun lien avec les sorcières. Ashaf essaie d'expliquer à la jeune femme qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer ce qu'ils font jusqu'à ce qu'on les appelle pour s'occuper d'une véritable sorcière. Ils reçoivent bientôt une lettre de l'ordre, ce qu'Ashaf considère comme une bonne nouvelle. Guido est déjà tout excité à l'idée de partir à la chasse à une sorcière, mais elle est complètement déçue lorsqu'elle découvre qu'ils vont simplement aider un client à la place. Ils viennent en aide à une vieille dame qui a du mal à ouvrir une mallette scellée par magie. Ashaf, fidèle à lui-même et en parfait gentleman, ne perd pas une seconde pour lui venir en aide. Une fois la tâche accomplie, Guido exprime comme d'habitude son mécontentement. Elle réprimande Ashaf, mais lui fait savoir qu'elle va continuer à faire tout ce qu'on lui demande jusqu'à ce qu'elle lève sa malédiction. Elle assure à Ashaf qu'il sera la première personne qu'elle éliminera une fois la malédiction levée et qu'elle n'aura plus besoin de l'ordre. Ashaf ne semble pas inquiet alors qu'elle dit à la jeune femme qu'il attendra le jour en question. Cette vie ennuyeuse continue jusqu'à ce qu'un mois plus tard, Ashaf reçoive une enveloppe noire. On leur confie une mission à accomplir à Eden. Apparemment, une sorcière commet une série de meurtres dans la région. Guido s'enthousiasme immédiatement en voyant cela et affiche un sourire maléfique. À Eden, l'inspecteur chargé des meurtres, N, traverse une période difficile. La police met tout en œuvre pour résoudre l'affaire, mais il n'y a eu aucun progrès jusqu'à présent. Étonnamment, N est aussi une mage, mais elle n'a pas réussi à obtenir la moindre piste sur l'affaire. L'un de ses collègues lui dit d'en parler au maire si elle pense ne pas être à la hauteur pour gérer le problème. Cependant, N est convaincue qu'elle peut résoudre l'affaire. N a elle aussi perdu des proches à cause de meurtres d'atroces, et c'est pour cette raison qu'elle pense avoir la force mentale nécessaire pour s'occuper de l'affaire. Elle assure à son collègue qu'elle va faire son travail, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Alors que N marche dans la rue, elle passe devant Ashaf et Guido. Ashaf l'attend déjà puisqu'il sait que N est flic. Il fait semblant de lire un journal et de se laisser emporter par l'article. Ashaf commence à parler des meurtres très forts, juste pour attirer l'attention de N. N comprend tout de suite que les deux sont bien plus qu'il ne le laisse paraître. N s'arrête, se tourne vers Ashaf et lui demande qui il est vraiment. En leur parlant, N prépare discrètement une rune d'attaque, mais Ashaf la rassure en lui disant qu'ils n'ont aucune intention de lui faire du mal. Ashaf lui fait savoir qu'en réalité, il compte l'aider et non lui nuire. Ashaf assure à M qu'ils savent effectivement gérer ce genre de situation, du moment que cela a un lien avec une sorcière. Une fois que N a pu s'assurer que les deux ne sont pas de simples citoyens, elle réserve une table dans un café. Elle veille à ce que la table soit sécurisée et que toutes leurs conversations ne puissent être entendues par personne en dehors de la zone sécurisée. Une fois installé, Ashaf demande à M de lui parler de l'affaire, mais N exige d'abord qu'il lui raconte leur histoire.
Apparemment, Ashraf et Gedo ont obtenu l'approbation du maire, mais Anne doit s'assurer qu'elle parle à quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Ashraf fait savoir à M qu'en ce moment, il est son seul espoir, car le corps des paladins n'aura d'autre choix que d'intervenir si l'affaire s'éternise trop longtemps. Anne veut savoir pourquoi Ashraf et Gedo sont aussi obsédés par la sorcière. Ashraf essaie de détourner son attention de la question, mais Anne lui fait savoir qu'elle a déjà dressé une barrière autour d'eux, ce qui lui permet de détecter quand on lui ment. Réalisant que Anne les a mis au pied du mur, Ashraf lui explique qu'ils essaient de lever une malédiction, et que c'est pour cette raison qu'ils doivent trouver la sorcière. Après avoir entendu leur raison de vouloir se joindre à l'affaire, Anne se lève pour partir, mais révèle alors qu'elle n'a en fait jamais dressé de barrière. Anne a réussi à les berner. Elle a obtenu des informations deux sans rien donner en retour. Cependant, elle donne aux deux un lieu et une heure pour la retrouver le lendemain. Pendant ce temps, les meurtres continuent en ville. Le lendemain, Ashraf et Gedo retrouvent Anne comme prévu. Elle leur parle des inscriptions que la sorcière laisse toujours derrière elle après avoir commis ses méfaits. À ce stade, Anne pense que la sorcière se moque en réalité d'eux. Certaines des citations utilisées par la sorcière proviennent d'un livre que Anne reconnaît. Elle emmène Ashraf et Gedo à la librairie où ils doivent trouver le livre. Gedo, fidèle à son tempérament fougueux, fait irruption dans la librairie sans frater. À leur grande surprise, ils découvrent à l'intérieur du magasin le cadavre de l'employé. La scène est si terrifiante qu'ils quittent rapidement la pièce. Ashraf parvient à comprendre que l'employé a été tué par des moyens magiques. Il soupçonne que l'employé a dû voir quelque chose et que la sorcière l'a tué pour effacer ses traces. Cependant, Ashraf reste perplexe quant au fait que la sorcière laisse des inscriptions si elle cherche à dissimuler ses traces. Anne répond alors que la sorcière joue avec eux et rien de plus. Ils sont à la librairie lorsqu'Anne reçoit un appel annonçant qu'un autre corps a été découvert. Ils vont voir sur place, mais le trio n'arrive pas à tirer de conclusions positives sur ce qui se passe. Plus tard dans la nuit, Anne s'en va, mais peu de temps après son départ en voiture, Ashraf et Gedo sont attaqués par la sorcière. Avant qu'Ashraf ne puisse porter un bon coup à la sorcière, elle disparaît. La sorcière, qui porte un masque sur le visage, parvient à s'échapper en créant un écran de fumée. Après l'attaque, Ashraf et Gedo retrouvent Anne pour lui poser des questions vraiment importantes. L'attaque contre les deux a permis à Ashraf d'y voir un peu plus clair. Avec ce qu'il a compris, la sorcière est probablement en train de filer Anne elle-même. Quand Anne entend cela, elle décide de raconter aux deux l'origine de l'affaire. Un jour, Anne était au travail lorsqu'elle a appris que son immeuble était en feu. Elle se précipite sur place, mais à son arrivée, tout l'immeuble s'effondre. Les fils adoptifs de Anne, Shulk et Laurent, se trouvaient également dans l'immeuble qui a brûlé. Peu de temps après, le petit ami de Anne, Ruben, a lui aussi été éliminé par la sorcière de la manière la plus atroce qui soit. À ce stade, Anne est convaincue que la sorcière s'en prend en réalité à toutes les personnes qui lui sont proches. Elle a dû s'en prendre à Gedo et à Shaf en pensant qu'ils étaient proches de Anne. Elle ignore toujours pourquoi la sorcière s'acharne sur elle ou ce qu'elle a bien pu faire pour provoquer sa colère. Peu de temps après, ils reçoivent un nouvel avertissement de la sorcière, leur annonçant qu'elle viendrait à la station dans 3 jours. Anne s'inquiète à ce sujet et demande à Ashraf s'il sera capable de capturer la sorcière lorsqu'elle se montrera enfin. Gedo rassure Anne en lui disant qu'ils sont à la hauteur de la tâche. Sur ce, les préparatifs commencent pour piéger la sorcière. 3 jours plus tard, tout est prêt et les policiers attendent maintenant que la sorcière agaçante montre enfin le bout de son nez. Quelques instants plus tard, la sorcière fait son apparition. Avant même que les flics puissent réagir, elle libère une épaisse fumée violette qui recouvre toute la zone. La sorcière saute alors dans la fumée, neutralisant les policiers en poste. Après avoir tué un certain nombre de policiers, la sorcière disparaît. Anne craint qu'il ne l'ait encore perdue, mais Ashraf rassure la dame en lui disant que cette fois, la sorcière ne leur échappera pas. Il s'avère qu'Ashraf avait déjà placé ses corbeaux pour traquer la sorcière dès qu'elle ferait son apparition. Comme les corbeaux sont les familiers d'Ashraf, il peut voir tout ce qu'ils voient eux aussi. Ashraf a réussi à les localiser dans un vieux château. Peu de temps après, Gedo et son équipe font irruption dans le château. Gedo se retrouve face à un problème lorsqu'elle se précipite dans le château pour découvrir qu'il y a en réalité 2 sorcières. C'est alors que les prétendues sorcières sortent sans masque. Apparemment, ce ne sont même pas des sorcières. Les coupables sont 2 garçons. Et lorsque la fumée se dissipe, Anne est stupéfaite de voir que les garçons sont Shulk et Laurent. Anne reste complètement sous le choc car elle ne sait pas comment les garçons ont survécu à l'incendie du bâtiment. Ashraf clarifie alors la situation en expliquant à M que les garçons ne sont pas des sorciers, mais qu'ils tirent leur pouvoir des grimoires qu'ils tiennent en main. Un grimoire est un objet interdit que n'importe qui, même sans capacité magique ou un substitut, peut en réalité utiliser. Anne se demande où les garçons ont trouvé le grimoire, et il lui explique qu'ils l'ont trouvé sur son bureau. Les garçons rejettent la faute sur Anne pour tout ce qui s'est passé, affirmant qu'ils ne seraient pas devenus des tueurs sans les grimoires. Il s'avère que les grimoires exigent qu'ils tuent 10 personnes par jour. À ce moment-là, l'un des garçons commence à cracher du sang, ce qui signifie qu'ils n'ont pas tué le nombre requis de personnes.
Les garçons sont pourtant convaincus d'avoir rempli la condition, car de nombreux policiers sont morts lors de l'attaque contre le commissariat. Cependant, Ashraf leur dit qu'il se trompe, car il avait déjà pris ses dispositions avant leur arrivée. Les policiers qu'ils pensaient avoir tués n'étaient en réalité que des sacs remplis de liquide rouge et déguisés en policiers. Leur épaisse fumée les a empêchés de découvrir la supercherie, ce qui signifie que leur propre fumée a même servi de couverture au plan d'Ashraf. Une fois la vérité révélée, Guido s'en prend aux garçons et les neutralise. Les garçons avouent qu'ils commençaient déjà à avoir des sentiments pour M, et que c'est la raison pour laquelle ils ont éliminé tous ceux qui s'approchaient d'elle. Elle ne pense plus que les garçons sont irrécupérables, et elle prend une arme pour en finir avec eux. Une fois l'affaire réglée, il est temps pour Ashraf et Guido de partir. Guido est déçu de ne pas avoir eu affaire à une vraie sorcière, mais Ashraf savait déjà que le coupable n'était pas une sorcière avant même leur arrivée. Le corps des paladins aurait montré son vrai visage s'ils avaient pensé avoir affaire à une sorcière. Avant de quitter la ville, Ashraf dit à M qu'elle est libre de les appeler si jamais elle rencontre un problème. Ashraf et Guido venaient tout juste de terminer une mission dans une autre ville lorsqu'ils sont tombés sur un mort-vivant paniqué. Apparemment, il existe une loi qui autorise la nécromancie dans ce pays. Cependant, le mort-vivant doit être entretenu et géré par le nécromancien qui l'a ressuscité. Si l'entretien approprié n'est pas effectué, le mort-vivant devient fou. Comme Ashraf n'est pas spécialiste de ce genre de situation, il fait appel au spécialiste en nécromancie de l'agence. Peu après, la spécialiste, Fenora, et son assistant, Johan, arrivent en ville, où ils sont accueillis par un flic, Jeff. Fenora s'installe et demande les détails entourant l'affaire. Et sans hésiter, Jeff lui raconte tout ce qu'elle a besoin de savoir. Il lui explique que des signalements de morts-vivants errants dans la ville ont été faits depuis 2 mois. Johan suggère qu'il fasse appel au nécromancien qui les a ressuscités. Mais Jeff dit à Johan que tous les morts-vivants ont été relevés illégalement, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas retrouver le nécromancien responsable. Après avoir entendu tout cela, Fenora demande les dossiers concernant les morts-vivants présents en ville. Heureusement, les flics les ont déjà préparés, car Ashraf leur avait déjà demandé de le faire. Après avoir reçu le dossier, Fenora se rend dans une zone à la périphérie de la ville. Elle trouve un vieux bâtiment où elle prévoit d'attirer les morts-vivants. Elle a avec elle une lanterne qui attire les morts-vivants. Seuls les morts-vivants peuvent voir cette lumière qui paraît faible aux yeux des humains normaux. Quelques minutes plus tard, des morts-vivants commencent à apparaître sur les lieux. En fait, une véritable horde de morts-vivants entoure le bâtiment en un rien de temps. Dans une scène de flashback, on découvre que Jeff a récemment perdu sa femme, mais il a choisi de la laisser reposer en paix au lieu de la ressusciter par nécromancie. Il n'aime pas la façon dont les morts-vivants deviennent fous s'ils ne sont pas correctement entretenus. En revenant à l'histoire, les morts-vivants font irruption dans le bâtiment, mais Fedora rassure les flics en leur disant que Johan peut gérer les hommes 10. Tous les morts-vivants ont l'air complètement fous, sans aucune raison apparente. Ils se jettent sur Johan, mais il sort un couteau et commence à les découper. Johan reçoit l'aide de l'assistant de Jeff, et en un rien de temps, ils ont éliminé tous les morts-vivants. Une fois que tout est terminé, Fenora examine les morts-vivants et découvre qu'ils ont tous été relevés à la hâte, sans préparation adéquate. Certains de leurs membres ne sont même pas complètement formés, mais le nécromancien n'a pas l'air de s'en soucier. Fenora pense que le nécromancien qui fait cela essaie en réalité de créer des gens. Fenora explique que les morts-vivants ont 3 modes, tout comme les machines. Il y a le mode automatique, le mode semi-automatique et le mode manuel. Le mode automatique permet aux morts-vivants d'obéir uniquement à leur propre volonté. En mode semi-automatique, les morts-vivants conservent leur propre esprit, mais le nécromancien leur impose en fait un objectif. Le mode manuel est le mode où le nécromancien prend complètement le contrôle de l'esprit du mort-vivant. Cela donne au nécromancien la possibilité de contrôler les morts comme il l'entend. Avec tout ce que Fenora a pu comprendre, elle pense que le nécromancien a déjà utilisé les morts-vivants pour les raisons qui lui conviennent. C'est pour cette raison qu'il ne se soucie pas qu'ils errent dans la région. Fenora pense que les morts-vivants ne sont rien d'autre que des cobayes pour ce nécromancien. Jeff entend cela et se met vraiment en colère. Son sens de la justice prend le dessus, il dit à Fenora qu'ils doivent trouver le responsable et le punir. Jeff déteste le fait que le nécromancien utilise les morts-vivants comme ses jouets personnels. À ce moment-là, l'autre flic remarque qu'une grande partie des morts-vivants abattus par Johan sont en fait des Rosses. En plus de cela, la plupart d'entre elles sont des femmes. Johan explique alors qu'il parvient à éliminer les morts-vivants parce que leurs âmes sont attachées à leur corps par la magie, ce qui signifie que briser leur corps équivaut à les tuer. À ce moment précis, l'un des morts-vivants que Johan n'avait pas réussi à éliminer reprend soudainement conscience, mais Johan ne perd pas de temps pour l'achever. Fenora se rend alors compte qu'ils sont observés par le nécromancien. L'équipe suit ensuite la piste des morts-vivants jusqu'à se retrouver devant un vieux manoir. Apparemment, il s'agit du manoir du nécromancien. Ils sont rapidement attaqués par les morts-vivants. Un mort-vivant géant apparaît et projette Johan contre le mur. Une femme morte-vivante sous les ordres du nécromancien se présente pour leur parler. Le nécromancien leur dit qu'il ne veut pas de violence,
c'est pourquoi il aimerait entamer un dialogue avec eux. C'est alors que Jeff découvre que le nécromancien a relevé sa femme décédée parce qu'elle est rousse elle aussi. Le nécromancien va alors un peu trop loin en ordonnant aux morts-vivants géants de trancher la gorge de Johan. Le nécromancien dit à Fenora qu'elle pourra revoir Johan une fois qu'ils seront parvenus à un accord. Fenora et Jeff n'ont pas d'autre choix que d'entrer dans le manoir pour rencontrer ce fichu nécromancien. Jeff et Fenora entrent dans le grand hall pour rencontrer le nécromancien pendant que le corps de Johan est traîné par le mort-vivant géant. Le nécromancien a une tonne de morts-vivants chez lui, et il les utilise tous comme ses serviteurs. Fenora sait que le nécromancien parvient à assembler autant de morts-vivants parce qu'il fait du travail bâclé. Maintenir des morts-vivants demande énormément d'énergie magique, mais le nécromancien arrive à en garder autant parce qu'il se fiche qu'ils perdent la raison ou non. Fenora demande alors au nécromancien s'il connaît la sanction qui accompagne la nécromancie, et il répond que oui. Peu de gens le savent, et c'est la raison pour laquelle la nécromancie n'est pratiquée qu'avec le consentement des proches du défunt. Apparemment, les âmes des morts doivent généralement attendre un cycle avant de se réincarner. Cependant, un mort-vivant perd cette opportunité. L'âme d'un mort-vivant tombe dans le néant, ce qui est considéré comme une misère éternelle. En entendant cela, Jeff s'inquiète, car cela signifie tout simplement que l'âme de sa femme n'est plus éligible à la réincarnation. Le nécromancien vient tout juste de priver la femme de Jeff d'une chance de se réincarner, et ce, sans son consentement. Le nécromancien s'en fiche, parce que cela ne le concerne pas. Jeff hurle sur le nécromancien, lui demandant quel est son but. Le nécromancien révèle alors la raison pour laquelle il fait tout cela. Apparemment, sa magnifique femme rousse est morte et sa peau est devenue horrible. Comme il est nécromancien, il décide d'utiliser ses compétences à son avantage. Il veut ramener sa femme, mais il veut la rendre parfaite, comme elle l'était avant. C'est la raison pour laquelle il a collecté des corps, simplement pour obtenir les parties parfaites afin de recréer sa femme. Le nécromancien veut le corps de Fenora parce qu'elle est considérée comme l'incarnation de la beauté, et c'est pour cela qu'il l'a attirée dans le manoir. En entendant sa raison, Fenora est déçue car elle pensait que le type allait dire quelque chose de profond. Le nécromancien pense qu'il a déjà coincé Fenora, mais les choses ne sont pas comme il l'imagine. Ses compagnons morts-vivants s'en prennent à Fenora, mais d'un simple geste de la main, les morts-vivants disparaissent comme s'ils n'étaient rien. Des runes apparaissent immédiatement sur le visage de Fenora, montrant qu'elle n'est pas seulement une nécromancienne mais aussi une sorcière. Le nécromancien se rend compte qu'il a commis la plus grosse erreur de sa vie en invitant une sorcière chez lui. Il essaie de coincer Fenora en lui disant qu'il a toujours Johan sous sa garde. Cependant, Fenora n'a pas l'air de s'en soucier, et elle dit au nécromancien qu'elle n'arrêtera pas tant qu'elle ne l'aura pas puni pour ses péchés. À ce moment-là, le nécromancien devient désespéré et décide d'invoquer ses soldats morts-vivants. Ce sont des soldats qu'il a modifiés au fil de la réalisation de son objectif. Cependant, cela n'effraie pas Fenora, car elle a quelque chose de bien plus mortel dans son arsenal. Elle invoque quelques chevaliers morts-vivants et leur ordonne d'anéantir les soldats du nécromancien. Cependant, elle leur dit explicitement de ne pas toucher à Jeff. Jeff reste là, bouche bée, tandis qu'il regarde les chevaliers décimer les soldats du nécromancien. La femme de Jeff se fait également décapiter en plein milieu de la bataille. Le nécromancien s'enfuit de la salle et se dirige vers l'endroit où est conservé le cadavre de sa femme. Il n'arrive pas à croire que tout ce pourquoi il a travaillé est sur le point de partir en fumée. Le nécromancien se rend compte qu'il est dans une merde bien plus profonde qu'il ne le pensait lorsque Johan apparaît derrière lui. Johan a l'air bien vivant, et lorsque le nécromancien lui demande comment c'est possible, Johan répond qu'il était déjà un mort-vivant. Il est un mort-vivant spécial parce qu'il est le mort-vivant d'une sorcière. Pour les atrocités que le nécromancien a commises, Johan compte le punir sévèrement. Il ne va pas le tuer, mais il va lui faire regretter de ne pas être mort. Quand Fenora a fini dans le hall, elle et Jeff rejoignent Johan. Jeff porte le corps de sa femme dans ses bras, et il est surpris de voir que Johan est toujours en vie. Le nécromancien, en revanche, n'a pas l'air en très bon état. Fenora ramasse une arme et tire une balle dans la tête du nécromancien. Le nécromancien meurt, mais Fenora le ressuscite en mort-vivant. Fenora lui fait comprendre qu'il n'aura pas d'autre choix que de commencer à entretenir tous les morts-vivants qu'il a ressuscités. Quel que soit le pouvoir magique dont il aura besoin, Fenora lui fournira. Le nécromancien s'apprête à vivre une existence de mort-vivant pleine de misère. Pour rendre Jeff heureux, Fenora lui annonce qu'elle va ressusciter sa femme, espérant que cela compensera ce que le nécromancien lui a fait. Jeff remercie Fenora et remercie aussi Johan à la fin. Fenora fait peut-être semblant de ne pas se soucier de Johan, mais au fond, elle le prend très au sérieux. Ensuite, Ashaf reçoit une lettre concernant une affaire de sorcière qui se déroule sur le 3e continent. Ashaf reçoit l'ordre de prendre contact avec la sorcière et de la ramener, mais il sait que cela va poser problème car ils devront affronter le corps des paladins. C'est l'armée chargée des affaires liées aux sorcières. Ashaf sait qu'ils devront contourner le corps pour atteindre la sorcière. Peu de temps après, Ashaf et Guido arrivent dans la ville où la sorcière est censée semer le chaos. En utilisant une fausse identité, Ashaf parvient à tromper le corps des paladins pour qu'ils laissent entrer lui, Guido et le cercueil dans la ville.
Une fois en ville, ils assomment le policier qui les suivait afin de pouvoir visiter la ville librement. Ashaf montre à Guido la tour volante au-dessus de la ville, lui expliquant qu'il s'agit du quartier général du corps des paladins. À l'intérieur de la tour, le capitaine du corps ordonne à ses hommes de trouver la sorcière et de la maîtriser pendant qu'il attend de pouvoir l'achever lui-même. Le corps compte parmi ses membres un vieil homme, émissaire de l'église, qui travaille avec eux. Dans la ville, le corps des paladins a érigé une barrière autour de la zone où la sorcière est supposée se trouver. Ashaf essaie de briser cette barrière lorsque la sorcière fait surface, ce qui déclenche un affrontement avec le corps. La sorcière a la capacité d'invoquer des épées comme armes, ce qui la rend particulièrement redoutable. Le premier groupe de paladins envoyé à la poursuite de la sorcière est anéanti en un rien de temps. L'émissaire semble en savoir plus sur la sorcière, même plus que les paladins eux-mêmes. Le capitaine est obligé de demander à l'émissaire s'il connaît la lignée de la sorcière. Et alors qu'on pensait que la situation ne pouvait pas devenir plus folle, Guido Ashaf rejoint le combat. Guido fonce sur la sorcière sans retenue, ce qui donne lieu à un combat féroce avec elle. Guido parvient à maîtriser la sorcière jusqu'à ce qu'Ashaf termine son sort. Ashaf surprend la sorcière par derrière et la neutralise avec un sort de compression. Ashaf enferme la sorcière dans une sphère métallique, convaincu qu'ils ont réussi à la maîtriser. Cependant, les choses ne sont pas qu'elles paraissent, car l'émissaire informe le capitaine que la sorcière est une descendante de la sorcière intrépide, Kena Velvet. La sorcière peut être considérée comme une sorcière faible, mais il faut tout de même faire preuve de prudence en l'affrontant. Pendant qu'il dit cela, la sorcière éclate hors de la sphère de compression dans laquelle Ashaf l'avait enfermée. À ce moment-là, Ashaf comprend qu'ils ne sont pas au bout de leur peine, car la sorcière possède l'épée démoniaque, une arme capable de provoquer la destruction du monde. L'épée démoniaque, Ashgan, est capable de tout anéantir, ce qui la rend particulièrement dangereuse. Dès que l'émissaire informe le corps de cela, le capitaine décide qu'il est temps d'agir, mais il laisse un assistant surveiller l'émissaire, car il ne lui fait pas confiance. De retour en ville, la sorcière traque désormais Ashaf et Guido. Ashaf n'a d'autre choix que de se rendre, et il dit à la sorcière qu'ils ne lui veulent aucun mal. Même s'ils ont été les premiers à l'attaquer, Ashaf essaie de lui faire comprendre qu'ils sont en réalité là pour la sauver et l'emmener en lieu sûr. Ashaf explique à la sorcière, Helga, qu'elle ne les aurait pas écoutés s'ils avaient essayé de choisir la solution de facilité. Dans un retournement de situation, l'épée démoniaque se révèle capable de parler, et il dit à Helga de ne pas être trop dur avec les mages. Ashaf pense que la sorcière est en réalité innocente de tous les meurtres dont on l'a accusée. Ashaf le confirme lorsqu'Helga a du mal à le frapper. Ashgan dit à Helga qu'elle peut en réalité faire confiance aux deux, mais Helga reste paranoïaque. Elle décide de ne pas suivre le conseil de l'épée démoniaque de leur faire confiance. C'est alors que les Seker paladins débarquent pour gâcher la fête. Guido ne sait pas ce que sont les Seker, et Ashaf lui explique qu'il s'agit des avatars des paladins. Ce sont des avatars que les paladins libèrent pour combattre les ennemis. Les Seker peuvent être détruits, mais les paladins peuvent simplement les redéployer. Les paladins sont en gros des réservoirs d'énergie magique capables de produire une infinité de soldats. Même face à la menace imminente, Helga choisit d'y aller seule. Cependant, Ashaf dit à Guido de partir à la poursuite d'Helga pendant qu'il essaie de retenir les avatars. Helga tombe rapidement sur le capitaine, qu'on appelle l'homme de glace, Glace. Mais Guido arrive aussi et un combat féroce s'annonce pour la garde de la sorcière. Ashaf avait déjà prévenu Guido de ne pas affronter l'homme de glace, Matt, car il est redouté. Le pouvoir de Matt est considéré comme équivalent à celui d'une sorcière, c'est dire à quel point il est puissant. Dès la première démonstration de force de Matt, Guido envisage d'embrasser Helga pour qu'elle puisse activer sa forme bestiale, mais Ashaf le met en garde contre cela. Il lui fait comprendre qu'ils n'ont pas encore toutes les cartes en main. Ils ne savent pas encore vraiment à qui ils ont affaire, et il suggère à Guido de se calmer. Guido n'a pas d'autre choix que de combattre Matt pendant qu'elle donne à Helga l'occasion de s'échapper. Guido compte sur sa force brute pour affronter Matt, qui manie de puissants pouvoirs de glace. Guido se retrouve piégé par les pouvoirs de glace de Matt tandis que Helga parvient à s'échapper de la scène, mais elle ne peut pas aller bien loin car Matt utilise facilement ses pouvoirs de glace pour s'élever. Dans une révélation, on découvre que Matt a passé un pacte avec un élémentaire pour obtenir ses pouvoirs, ce qui signifie en gros qu'il est un mage élémentaire. Matt fait surgir un immense pilier de glace au-dessus de Helga pour l'intercepter et déloger l'épée démoniaque de son dos. Matt trouve l'épée démoniaque qui traîne par terre et la ramasse avant que Helga ne puisse l'atteindre. Helga n'est pas prête à abandonner l'épée démoniaque aussi facilement et elle lance une série d'épées sur Matt, qu'il parvient à parer. Étonnamment, Guido a réussi à se libérer de son piège de glace. Elle surgit par derrière et frappe Matt alors qu'il est distrait. Pour aggraver les choses, l'assistante de Matt arrive pour l'aider. Elle essaie de s'emparer de l'épée mais Guido lui sort le discours du « il faudra me passer sur le corps ». Guido parvient à arracher l'épée et la lance au loin pour que Helga la poursuive. Deux Seker atteignent l'épée en premier, mais Guido, déterminé comme jamais, les intercepte et les met hors d'état de nuire. Elle prend alors le contrôle de l'épée et s'enfuit en courant pour essayer de retrouver Ashaf. Cependant,
Matt est à leur trousse et cette fois, il ne plaisante pas. Helga commence à se demander si Matt se fiche de geler toute la ville juste pour récupérer l'épée. Helga fabrique un mini-hélicoptère en utilisant une épée comme rotor pour que Guido et elle puissent s'échapper, mais Matt n'est pas dupe. Matt les intercepte avec une brume glacée puissante et gigantesque. En voyant cela, Helga comprend qu'il n'y a aucun moyen pour eux de s'échapper. Elle et Guido sont assommés par la brume. Matt prend le contrôle de l'épée et la verrouille avec une serrure de glace. Guido et Helga sont également capturés. Matt leur met une armure de glace pour s'assurer qu'il n'y ait aucune possibilité de fuite. C'est alors qu'Ashaf arrive et dit à Matt qu'il ne peut pas le laisser emmener les filles et l'épée. Cependant, Matt érige un mur de glace entre eux, laissant à ses complices le temps d'emmener les filles pendant qu'il s'occupe d'Ashaf. Une fois les filles parties, Matt s'apprête à geler Ashaf lorsque ce dernier lui fait savoir qu'il n'est pas son ennemi. Il essaie de souligner le fait que tout ce qui a mené à l'arrestation de la sorcière ne semble pas normal. Ashaf informe Matt que quelqu'un a en réalité tendu un piège à Helga pour la faire passer pour la coupable. Les filles arrivent à la base des paladins, mais l'épée se libère de la serrure de glace. À ce moment-là, les soldats commencent à s'entretuer en essayant de s'emparer de l'épée. Tout le monde pense que l'épée démoniaque est responsable de cela jusqu'à ce qu'ils découvrent que ce n'est pas le cas. Il s'avère que le vieil émissaire de confiance est en réalité le responsable. D'une manière ou d'une autre, il a le contrôle sur certains soldats et leur ordonne d'éliminer les autres. Au même moment, Ashaf est déjà en train d'expliquer à Matt ce qu'il a découvert. Ashaf dit à Matt qu'il existe un certain groupe qui a toujours voulu que l'épée leur appartienne. Ce groupe représente le côté obscur du corps des paladins et s'appelle les exécuteurs. Matt vient tout juste de leur remettre l'épée démoniaque sur un plateau d'argent sans même s'en rendre compte. Sur la base, Helga parvient à se cacher pendant le chaos. Matt essaie encore de comprendre ce qu'Ashaf lui raconte quand il est frappé par une rafale de chaleur venant de derrière lui. Matt vient tout juste d'être trahi par une personne inattendue, sa propre assistante. Comme ses pouvoirs sont liés à la glace, la chaleur parvient à le faire fondre et à l'affaiblir. La femme sort une arme et tire une balle dans la tête d'Ashaf avant de tourner toute son attention vers Matt pour tenter de l'achever. Sur la base, Guido n'est pas tombé sous le charme de l'exécuteur, mais comme elle est toujours enfermée dans l'armure de glace, l'exécuteur parvient à la clouer au sol pour tenter de pénétrer de force dans son esprit. Helga ne veut pas que cela arrive et sort de sa cachette. Helga reçoit une offre tentante d'Ashgan, qui lui propose de le manier pour survivre, mais Helga, fidèle à sa discipline, refuse l'offre. C'est alors que Guido fait un geste surprenant. Elle se libère de ses liens, fonce vers Helga, brise sa serrure et parvient à s'emparer de l'épée démoniaque, tout cela dans le but de s'échapper de la base. L'un des séqueurs parvient à attraper Helga, et Helga, voulant sauver l'épée démoniaque, pousse Guido par la fenêtre, se sacrifiant ainsi. Helga dit à Guido de revenir la sauver mais s'assure d'abord qu'elle protège l'épée démoniaque. Le bourreau tourne alors son attention vers Helga et prend le contrôle de sa volonté grâce à son sortilège. Mais Guido s'échappe sain et sauf avec l'épée et décide de retrouver Ashaf en premier. Elle arrive là où se trouve Ashaf, s'attendant à voir un cadavre, mais il y a de la glace sur le visage d'Ashaf. Apparemment, Matt a aidé à bloquer les balles pour qu'il ne meure pas des tirs de la femme maléfique. Matt est allongé par terre mais heureusement, il est encore à peine en vie. Ashaf commence alors à soigner Matt car il sait que Matt sera utile lorsqu'ils devront affronter le bourreau. Ashaf se demande pourquoi Matt a laissé son assistante le surpasser alors qu'il aurait facilement pu laisser les élémentaires la tuer. Matt répond qu'il voulait accorder le bénéfice du doute à la femme. Ashaf prévient Matt que sa gentillesse finira par le tuer un jour. Guido annonce alors à Matt que le bourreau a pris le contrôle de la base et qu'il a aussi Helga avec lui. À ce moment-là, le bourreau apparaît avec les soldats sous ses ordres. Il a aussi. AF se demande pourquoi Matt a laissé son assistante le surpasser alors qu'il aurait facilement pu laisser les élémentaires s'occuper d'elle. Matt répond qu'il voulait accorder le bénéfice du doute à la dame. Ashaf prévient Matt que sa gentillesse finira par lui coûter la vie un jour. Guido annonce alors à Matt que l'exécuteur a pris le contrôle de la base et qu'il a aussi Helga avec lui. C'est à ce moment-là que l'exécuteur arrive, accompagné de soldats sous ses ordres. Il a aussi Helga avec lui, et il semble qu'Helga soit désormais sa prise d'otage. Il s'avère que l'exécuteur possède un instrument interdit, qui est un gant. C'est avec ce gant qu'il contrôle les soldats et qu'il montre à quel point il est puissant. Il ordonne à certains hommes de se trancher la gorge, ce qui fut aussitôt. À ce moment-là, Helga parvient à s'échapper de l'exécuteur et fonce vers Ashaf. Cependant, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent, car Helga finit par les attaquer. Il s'avère qu'Helga était sous l'emprise du sang de l'exécuteur, mais il ne faisait que les tromper. Helga profite de l'attaque surprise pour s'emparer facilement de l'épée démoniaque avant de retourner à l'exécuteur. L'exécuteur prend l'épée et la dégaine. Matt est effrayé par cela, mais l'exécuteur lui dit de se calmer car il n'a même pas encore activé l'épée. Dans une révélation,
on apprend que ce sont les exécuteurs qui ont attaqué la maison d'Helga, la forçant à fuir avec l'épée, qui a toujours été gardée sous clé dans leur manoir. Apparemment, pour activer l'épée, il faut le cœur d'une sorcière. L'exécuteur a Helga avec lui, ce qui rend la situation parfaite. L'exécuteur enfonce l'épée dans la poitrine d'Helga, levant ainsi le sceau qui avait été placé sur l'épée. Dans une scène de flashback, on voit la mère d'Helga avertir Helga de ne pas jouer avec l'épée. Helga est habituée à l'épée démoniaque et l'a prise comme compagne. Elle se trompe dans les chambres de l'épée démoniaque lorsqu'ils sont attaqués par les exécuteurs. Comme elle n'était pas dans la maison pendant l'attaque, elle n'est pas tombée sous l'emprise du sort de contrôle. Helga retrouve sa sœur, qui lui dit alors de s'enfuir avec l'épée et de s'assurer qu'elle la garde en sécurité. Après la fuite d'Helga, sa mère a été torturée à mort après leur avoir donné des informations sur la façon de lever le sceau de l'épée. Cette nuit-là, Helga a perdu toute sa famille aux mains de l'exécuteur. Cette nuit-là, Ashkan supplie Helga de le dégainer, mais elle refuse, même si elle brûlait d'envie de se venger ce soir-là. À présent, de nos jours, l'équipe assiste de ses propres yeux à la puissance d'Ashkan. Ashkan est désormais sous sa forme démoniaque lorsqu'il porte un coup qui entaille profondément le sol et fend la ville en deux. Toute la barrière autour de la ville a été détruite d'un seul coup, et cela montre pourquoi Ashkan est considéré comme un fléau pour le monde. Le bourreau est à l'abri d'Ashkan parce que c'est lui qui a dégainé l'épée, mais il ignore qu'il ne peut en réalité pas contrôler l'épée pour qu'elle fasse ce qu'il veut. Ashkan adore la destruction, c'est pourquoi il va tout anéantir sur son passage, mais il épargne son porteur. Le bourreau se rend compte qu'il a commis une erreur quand Ashkan commence à massacrer ceux qui sont sous ses ordres. Ashkan continue de semer le chaos en tranchant tout sur son passage, et Matt a du mal à regarder son peuple mourir. C'est à ce moment-là qu'il propose un autre marché à l'élémentaire, juste pour s'assurer que tout le monde soit protégé. L'élémentaire érige une barrière de glace pour bloquer l'attaque grippée, mais cela risque de ne même pas suffire au final. L'assistante de Matt devient paranoïaque en réalisant que le bourreau ne peut pas contrôler l'épée. Elle commence à regretter d'avoir choisi de faire confiance au bourreau. Apparemment, la dame n'était sous aucun sort. Elle a choisi de trahir Matt sans qu'on la force. Le bourreau n'est pas prêt à abandonner, et il décide de trouver plus de sacrifices pour rendre le dent assez puissant pour contrôler l'épée. Quelques instants plus tard, Helga ouvre les yeux, les reste allongée, sable. Elle déteste le fait qu'Ashkan soit devenu incontrôlable et qu'elle ne puisse plus le maîtriser. Helga regrette qu'elle va mourir et qu'elle n'ait même pas eu l'occasion d'embrasser quelqu'un de son vivant. À ce moment-là, Ashaf pense qu'il est temps d'utiliser toutes leurs cartes, puisque les ennemis ont aussi révélé leur jeu. Puisque Helga veut un baiser, Ashaf ride aussi son jeu. Guido s'approche de Helga et l'embrasse alors pour lever temporairement la malédiction qui pèse sur elle. Pendant ce temps, Mattia rappelle le coup car tout ce qu'il a lancé contre Ashkan a été détruit en un rien de temps. Au moment où Guido embrasse Helga, sa forme bestiale émerge du cercueil et tout le monde ressent immédiatement l'aura terrifiante émanant de Guido. Nen, l'épée démoniaque, perçoit cette aura, ce qui le pousse à reculer d'un pas. Personne dans les environs n'échappe à la présence de Guido alors qu'elle s'avance vers l'épée démoniaque. Ashar dit à Guido de ne pas utiliser sa main droite puisqu'ils essaient d'hésiter de tuer Ashkan. Même le bras élémentaire reste sur ses gardes dès que Guido s'approche. Avec Guido désormais à l'offensive, Matt peut diriger ses attaques vers l'épée démoniaque. L'épée démoniaque doit maintenant faire face à Guido et à la puissance de l'élémentaire. Matt crée un pilier de glace pour frapper Ashkan, mais ce dernier le coupe en deux. Guido rattrape l'angle pilier et le lance sur Ashkan. Matt poursuit ses attaques acharnées en créant une brune de glace autour d'Ashkan, essayant tant bien que mal de bloquer sa vie. Juste au moment où Matt et Guido pensent avoir pris le dessus sur Ashkan, il leur montre pourquoi il est craint. Il déclenche une puissante entaille qui tranche tout ce qu'ils ont mis en place contre lui. La peur s'empare d'Ashar, qui réalise qu'Ashkan commence à peine à reprendre ses marques après avoir été scellé pendant des années. Ashkan est fort, c'est sûr, mais Guido est aussi un cas à part. Ashaf a hâte de voir qui va l'emporter entre les deux. Guido parvient à piéger Ashkan vers elle, et elle bloque une puissante entaille de sa part. Guido a l'occasion d'attraper Ashkan, et c'est la pire chose qu'Ashkan puisse souhaiter. Avant même qu'Ashkan ait le temps de cligner des yeux, Guido le frappe de la main gauche, qui n'est pourtant pas sa main dominante. Cela suffit à assommer Ashkan sur le coup, et alors qu'il sombre lentement dans ce qu'on pourrait appeler l'oubli, Ashkan se souvient d'un souvenir où la sorcière intrépide l'a récélé parce qu'il devenait déjà trop puissant. Ashkan n'aurait jamais cru qu'il existerait quelqu'un capable de l'arrêter aussi vite, mais il est content que la ville ne soit pas complètement détruite. Alors qu'Ashkan se désintègre, il dit à Helga qu'il est heureux qu'elle soit à l'abri de sa destruction. Avec cela, Ashkan a vaincu, et Helga reste le cœur brisé. Le bourreau sait maintenant qui il est, et il essaie de s'échapper, mais Ashaf l'a déjà dans sa ligne de mire. Ashaf donne des coordonnées à Guido. Tel un sniper, Guido lance de petits cailloux qui arrachent les bras et les jambes du bourreau.
La distance entre l'endroit où se trouve le bourreau et celui où se trouve Guido correspond à plusieurs villes, juste pour montrer à quel point le lancer de Guido est puissant. Une fois le bourreau vaincu, il est capturé en même temps que la marchande. Le bourreau est interrogé sur la raison pour laquelle il voulait l'épée. Il avoue qu'il voulait l'épée pour des raisons personnelles et rien d'autre. Il s'est toujours demandé ce que cela faisait de manier une épée aussi puissante que l'épée démoniaque. Cependant, il pense que d'autres bourreaux auraient même l'église avec des démons des vies sur l'épée démoniaque. Puisque les deux sont responsables des destructions qui ont eu lieu jusqu'à présent, Matt ne pense pas qu'il va avoir pitié d'eux. Cependant, il décide de demander à Helga ce qu'elle souhaite. Helga répond qu'elle veut qu'il disparaisse. Et pour aggraver les choses, Helga dit à Matt de les faire souffrir avant qu'il ne meure. Matt acquiesce et les prenne loin dans la glace. Tout est désormais sous contrôle, mais le corps humain de Guido est toujours inconscient. Ashaf dit à Helga qu'il pourrait en fait avoir besoin de son aide, donc ce serait bien si elle pouvait se joindre à eux. Helga pleure encore la mort d'Ashkan, mais Ashaf lui fait savoir qu'Ashkan n'est pas morte car Guido n'a pas utilisé sa main droite. À ce moment-là, Helga examine de plus près le seau d'Ashkan et découvre qu'il y a encore des traces de vie. Helga est heureuse et soulagée de voir qu'Ashkan est de retour dans le seau. Ces deux énergumènes ont une drôle de relation faite de haine et d'amour. Ils sont liés depuis le premier jour où Helga a trouvé l'épée. Elle était la seule à réellement avoir pitié de l'état de l'épée. Ashkan voit aussi Helga comme le double de Kena, ce qui explique pourquoi il a développé un lien avec elle dès le début. Helga peut maintenant continuer à porter une épée comme avant. Peu de temps après, eh bien, Ashaf et Guido se rendent dans un bâtiment utilisé par l'ordre. Helga est prête à s'allier à l'ordre afin de pouvoir aider dès que nécessaire. En revanche, Guido n'est pas autorisée à entrer car elle n'a pas encore trouvé d'accord avec l'ordre. Elle n'a pas le droit d'assister aux activités de l'ordre puisqu'elle n'est pas encore considérée comme un membre à part entière. Guido et l'ordre n'ont qu'un accord mutuel pour s'entraider à atteindre leurs objectifs. Guido est girl lorsqu'elle entend des enfants parler d'une sorcière. Guido s'y intéresse aussitôt et propose aux enfants de l'emmener là où la prétendue sorcière séjourne. Guido commence à se sentir paralysée à mesure qu'elle approche de la destination. C'est parce qu'Ashaf n'a pas intentionnellement complètement guéri Guido afin qu'elle ne cause pas de problème pendant qu'il est que dans le bâtiment. Guido arrive à la maison de la supposée sorcière où elle rencontre une très vieille femme. Cette femme est effrayante, mais il se pourrait qu'elle ne soit pas une mauvaise personne. Guido devient immobile et s'effondre au sol, mais la femme ne semble pas vouloir lui faire de mal. À l'intérieur du bâtiment, Ashaf reçoit une lettre dans une enveloppe noire, ce qui l'inquiète immédiatement. Dehors, la femme emmène Guido chez elle et lui donne des herbes pour les baies. Apparemment, les enfants l'appelaient sorcière parce qu'elle prépare des herbes et autres remèdes du genre. En réalité, c'est simplement une guérisseuse, mais elle ne mérite pas le titre de sorcière. C'est alors que l'appartement est attaqué par un exécuteur. L'exécuteur possède un instrument interdit, une cape qui lui permet de rendre immobile tous ceux qui tombent sous son influence. Il peut choisir de les laisser bouger, de les paralyser, selon ce qu'il décide. Il s'avère que cet exécuteur était le partenaire du type qui a libéré Ashkan. Il arrive en vue alors que son partenaire a été vaincu, mais grâce à sa cape, il parvient à suivre Guido sans se faire remarquer. Le type a besoin de poser quelques questions à Guido sur ce qui s'est passé. Pour rendre cela possible, il permet à Guido de bouger la bouche. Alors que tout semble bien se passer pour l'exécuteur, une étrange jeune fille fait irruption Barney. L'exécuteur est choqué de voir quelqu'un à l'intérieur de la dimension qu'il a créée. Il s'avère qu'Ashaf est bouleversé parce qu'il a découvert qu'il y a une sorcière en lui, et ce n'est pas n'importe quelle sorcière. C'est Angela, la sorcière qui a maudit Guido. À l'intérieur de la dimension de l'exécuteur, Guido devient complètement folle et s'active dès qu'elle aperçoit Angela. C'est elle qu'elle cherche depuis tout ce temps. L'exécuteur commence à se demander comment Angela peut se déplacer dans sa dimension. Angela lui fait alors savoir qu'elle s'est fabriqué une cape temporaire. Cependant, comme celle qu'elle achète va bientôt s'user, elle veut la cape de l'exécuteur. Guido est maintenant comme un chien enragé alors qu'elle se tient debout sur sa jambe, laissant l'exécuteur se demander comment il a pu croiser deux cinglés en une seule journée. Pendant ce temps, Ashaf et Helga sont déjà à la recherche de Guido. Ashaf se reproche déjà d'avoir laissé le corps de Guido dans un état affaibli, même si elle n'aurait aucune chance contre Angela, même complètement rétablie, mais Ashaf ne peut s'empêcher de s'inquiéter. Helga est prête à aider parce que Guido l'a sauvé. Dans la dimension de la cape, Angela s'est déjà occupée de l'exécuteur et sa cape appartient désormais à Angela. Angela a aussi mis Guido à terre et s'amuse maintenant avec elle. Guido essaie d'embrasser Angela, mais Angela a un coup d'avance et parvient à l'arrêter. Angela dit alors à Guido qu'elle va laisser des énigmes sur son chemin et qu'une fois que Guido aura résolu chacune d'elles, cela l'amènera jusqu'à elle. Angela lui fait ensuite savoir qu'elle pourrait changer d'avis ce jour-là. Une fois qu'Angela a fini de jouer avec Guido, elle disparaît. Quelques instants plus tard, Ashaf et Helga retrouvent Guido blessé et en piteux état.
Helga est choquée de découvrir qu'Amdela est en vie depuis plus de 500 ans. Les sorcières ne sont pas censées vivre plus de 200 ans, ce qui montre à quel point Angela est puissante et dangereuse. C'est pour cela qu'on la surnomme Angela l'Éternelle. Parents de type Léieux, ils trouvent le bourreau mort, avec des gravures sur le corps, laissées par Angela. Lorsque Guido se réveille enfin et qu'Achaf entre dans la chambre pour lui rendre visite, Guido donne un coup de poing à Achaf dans le ventre, la rendant vulnérable. Cependant, Achaf s'excuse pour ses erreurs et dit à Guido qu'il ne l'a pas fait exprès. Il fait comprendre à Guido qu'elle a bien plus de valeur qu'elle ne le pense et qu'il ne permettra jamais qu'il lui arrive quoi que ce soit. Il veut que Guido sache qu'il prend aussi en compte l'ensemble de la situation. Guido retourne dans son lit et Achaf profite de l'occasion pour commencer à se soigner. Pendant qu'il fait cela, il décide de parler à Guido de la première fois où ils se sont rencontrés. C'était il y a 3 ans, sur le 5e continent. Achaf avait été envoyé dans une île où une sorcière avait toujours vécu sans jamais causer de problème. Cependant, les choses ont mal tourné lorsque des événements étranges ont commencé à se produire dans la région. Il s'avère que Guido se trouve aussi en vie à ce moment-là. Dans cette ville vivent des enfants considérés comme des marginaux. À cause de cela, certains villageois supposent que l'une des enfants, Falvel, est une sorcière et qu'elle est responsable de tout ce qui se passe dans la région. 2 adultes s'en prennent aux enfants et essaient d'accuser Falvel d'être la coupable, mais Achaf est déjà en vie mais il intervient dans la situation. Grâce à ses pouvoirs de mage, il parvient facilement à se débarrasser des fauteurs de troubles, sauvant ainsi les enfants. Après le départ des fauteurs de troubles, Achaf se présente à Falvel. Apparemment, Falvel est bel et bien une sorcière, mais elle ne pratique pas de sorts. Le frère de Falvel affirme que Falvel n'a jamais rien fait en rapport avec la sorcellerie auparavant, et cela s'explique par le fait qu'elle ne peut pas parler. Alors qu'ils essaient de mieux faire connaissance, Guido débarque avec sa Saltec. Elle a suivi la trace de Falvel, et sans hésiter, elle fonce sur Falvel, mais Achaf parvient à bloquer son attaque grâce à un mur magique. Achaf fait tout son possible pour protéger Falvel, mais Guido, fidèle à sa folie, n'a pas l'intention de reculer. Elle ordonne à Achaf de lui renaître la sorcière, mais à ce moment-là, une créature apparaît derrière Falvel et projette Guido ainsi que son cercueil dans l'eau. Cependant, les habitants de la ville ont déjà assisté à la scène, ce qui va semer encore plus de confusion et renforcer l'idée que Falvel est maléfique. Falvel et les enfants emmènent alors Achaf chez eux, une maison située à la périphérie de la ville. Achaf a attaché Guido au de l'eau et l'a attaché à une chaise à l'aide de liens magiques. Lorsque Guido se réveille, Achaf la félicite pour sa force brute, d'autant plus impressionnante qu'elle ne possède aucun renforcement magique. Achaf a également réussi à comprendre que Guido était sous l'emprise d'une malédiction de sorcière. Il dit alors à Guido que Falvel n'est peut-être pas son problème, car Falvel elle-même est victime d'une malédiction de sorcière. Le frère de Falvel, Oa, explique à Achaf qu'aucune sorcière de leur famille ne peut parler. Achaf explique ensuite que la magie s'effectue à l'aide de rimes, mais qu'il y a eu une exception autrefois. Il y avait une sorcière, Luna, qui pratiquait la magie vocative. Vu la situation, Achaf pense que Falvel est sa descendante. Ce sont des sorcières qui lancent des sorts en les prononçant au lieu d'utiliser des runes. Cependant, Falvel n'a pas pu lancer de sort parce qu'elle est muette. Après l'explication de Vachach, Guido a du mal à croire que Falvel ne puisse pas utiliser la magie, puisqu'elle a été projetée dans l'eau par une créature magique. Achaf informe alors Guido que quelqu'un d'autre devait être derrière la créature, et non Falvel. Quelqu'un protège Falvel, mais il ne peut pas encore savoir pourquoi. Craig, l'ami de Falvel et Owen, informe Achaf que son père protège les 2 frères et sœurs depuis qu'ils ont emménagé en ville il y a 1 an et demi. Comme Mazie n'est pas sûre pour Falvel, Achaf suggère qu'elle l'accompagne à l'ordre. Après la rencontre avec Achaf, Craig rentre chez lui. Achaf dit alors aux frères et sœurs qu'il reviendra le lendemain. Les enfants vont jusqu'au lendemain pour décider s'ils veulent suivre Achaf ou non. Achaf et Guido sont maintenant ensemble puisqu'ils sont tombés d'accord sur le fait que Falvel ne représente pas une menace. Achaf explique à Guido qu'il est possible que Falvel soit victime d'une malédiction, ce qui expliquerait pourquoi elle ne peut pas utiliser sa magie. C'est sans doute pour cela qu'elle a réagi en voyant la marque de malédiction de Guido aussi. La magie vocative est considérée comme extrêmement puissante, et cela pourrait expliquer pourquoi une sorcière a eu peur et a jeté une malédiction sur Falvel. Achaf et Guido arrivent chez le maire pour découvrir qu'il a été tué par la créature magique. C'est le maire qui appelle les enfants à rester à l'écart des ennemis. Les habitants sont maintenant furieux et veulent la mort des enfants, convaincus qu'ils sont maléfiques. Craig est sur les lieux et il dit à Achaf que des chasseurs de sorcières portant d'étranges masques sont arrivés en ville et se dirigent maintenant vers la maison de Falvel. Dès qu'Achaf entend cela, il comprend qu'ils ont affaire à un exécuteur et que c'est sûrement lui qui tirait les ficelles depuis le début. Achaf se retourne pour courir vers la maison et lorsque Craig propose de le suivre, Achaf sort un pistolet et tire sur Craig. Achaf soupçonne déjà Craig depuis le début. Apparemment, Craig est le complice de l'exécuteur et c'est lui qui a créé la créature magique. Craig esquive les tirs et projette Achaf contre le mur.
Owen se trouve dans la maison lorsque l'exécuteur et les chasseurs de sorcières arrivent. Falvel ramasse du bois dans la forêt lorsque les chasseurs arrivent à la maison. De son côté, Dido retrouve Ashaf, qui lutte pour rester en vie. Dido suggère à Ashaf de lui dire comment lever la malédiction, mais Ashaf veut que Dido le sauve d'abord. Ashaf fait savoir à Dido qu'elle doit protéger Falvel avant qu'il ne puisse lui dire quoi que ce soit. Falvel rentre chez elle et découvre son frère mort. Il a été tué de façon atroce par les soi-disant chasseurs de sorcières. Les bourreaux s'emparent de Falvel, en y ouvrant la bouche, découvrent la marque de la malédiction sur sa langue. C'est la raison pour laquelle elle n'a pas pu pratiquer la magie. Les bourreaux sont déçus et décident que toute leur armée n'aura été qu'une perte de temps. Puisqu'ils n'ont aucune utilité pour Falvel, ils veulent s'en débarrasser. Dans une révélation, on découvre que l'autre bourreau n'est autre que le père de Craig, Sven. Craig et Sven sont les deux personnes dont Falvel n'aurait jamais pu attendre une trahison. C'est alors que Dido surgit de nulle part et décapite deux chasseurs de sorcières. Sven est surpris de voir que Dido est venue protéger Falvel toute seule. Sven et Craig s'allient alors contre Dido. Dido dit à Falvel de s'enfuir pendant qu'elle essaie d'armoquer une petite maléfique. Cependant, Falvel a du mal à bouger pendant que les deux amènent Dido comme il manque rien. Les bourreaux sont sur le point de mettre la main sur Falvel quand Ashaf arrive sur les lieux. Il s'interpose entre les bourreaux et la jeune fille. Ashaf dit à Falvel que vaincre les bourreaux ne dépend que d'elle. Ashaf explique à Falvel ce qu'elle doit faire, et sans hésiter, elle se dirige vers Dido. Falvel embrasse alors Dido, levant ainsi temporairement la malédiction, comme nous le savons tous. Ashaf est sur le point de finir en chair à pâté quand la forme bestiale de Dido surgit. D'un seul coup de poing, elle envoie Vice Sven. Craig essaie d'utiliser ses pouvoirs contre Dido, mais il suffit d'un seul coup de poing pour que Craig hurle comme un bébé. Sven s'en prend de nouveau à Dido, mais il a du mal à la maîtriser. Sven ordonne alors aux chasseurs de sorcières d'attraper Falvel puisque Dido essaie de la protéger. Au moment où les gens se précipitent vers Falvel, ils ont une surprise inattendue. Falvel peut désormais parler, et tout ce dont elle a besoin pour utiliser la magie, c'est de sa voix. Il suffit à Falvel de donner un ordre de sa voix pour rendre ses assaillants immobiles. Elle utilise aussi cet ordre pour éteindre l'incendie qui ravage sa maison. C'est à ce moment-là que Sven réalise que Dido est elle aussi une sorcière. Le baiser entre Falvel et Dido a temporairement annulé la malédiction de chacune. Falvel s'avance vers Sven, d'un simple ordre, lui dit de périr, ce qu'il fait aussitôt. Avant de mourir, Craig en vient à la conclusion que ce monde est rempli de bêtes et de monstres, bien plus qu'il ne l'imagine. Le lendemain matin de l'événement, War est vivant et en bonne santé, tout cela grâce à la magie de Falvel qui a ramené à la vie. Falvel n'est encore qu'une enfant, et elle possède déjà autant de pouvoir, ce qui signifie qu'elle sera pratiquement inarrêtable à l'avenir. Ashar se tourne alors vers Dido et lui explique que la méthode du baiser avec une sorcière ne fonctionne que pour une seule sorcière. Cela signifie qu'elle devra trouver la sorcière qui l'a réellement maudite. C'est à ce moment-là qu'Ashar a proposé à Dido de rejoindre l'ordre et de travailler avec lui pour retrouver la sorcière qui a maudite. Depuis, les deux travaillent ensemble, et cela fait 3 ans d'enfer et de plaisir. Ashaf termine de se soigner au moment même où il finit son histoire. Il se lève, mais avant de quitter la pièce, il dit à Dido qu'il aimerait lui montrer ce que signifie aimer. Plus tard, Ashaf explique à Dido comment les choses fonctionnent dans ce monde. Il y a 8 continents dans ce monde, et le premier continent est celui où se trouve la Sainte Église. Le premier continent est béni par l'énergie magique, et plus on s'éloigne de ce continent, moins on reçoit d'énergie magique. C'est la raison pour laquelle le premier continent est plus béni que les autres. Ashaf informe alors Dido qu'il existe un gouffre sans fond entre le 7e et le 8e continent. Ce trou est connu sous le nom de la chute, mais l'homme ordinaire ne peut pas y accéder. Comme l'ordre a de l'influence, Ashaf et Dido disposent de la laisser passer. Ashaf et Dido arrivent bientôt à l'installation située au-dessus des trous. Ils sont accueillis par la réceptionniste et conduits vers l'ascenseur. Ashaf informe Dido qu'il y a 17 étages dans ce monde et que chacun d'eux mène à un monde indépendant. Ashaf les a amenés ici parce qu'ils suivent les indices qu'Andela leur a laissés. Le premier niveau où ils s'arrêtent est le niveau 4 et comme d'habitude, ils sont accueillis par un réceptionniste. C'est un étage qui propose un service de changement de vêtements pour les visiteurs. Ils sont conduits chez le tailleur, qui prend leur commande. Le tailleur est choqué lorsqu'il apprend qu'Ashaf et Dido demandent une tenue entièrement noire. Apparemment, porter du noir est considéré comme quelque chose de plutôt dangereux à cet étage. Une fois qu'ils ont reçu leur tenue noire, Dido et Ashar se dirigent alors vers la partie principale du 4e étage, qui s'appelle en ancien sec. Ce n'est pas un étage ordinaire, car c'est un monde où les vampires font peur.